Les probabilités. On parle constamment de probabilité. Quelle est la probabilité qu'il pleuve demain? Quelle est la probabilité de gagner un jeu? Quelle est la probabilité de faire faillite? Ou encore, quelle est la probabilité de faire un accident? Bref, les probabilités sont partout et constituent même la pierre angulaire de certains domaines comme celui de l'actuariat, qui sont les mathématiques de l'assurance. En effet, ce sont les actuaires qui déterminent la probabilité que vous ayez un accident, que vous rencontriez un problème de santé ou encore que votre maison subisse une catastrophe naturelle. Et ils adaptent les tarifs d'assurance en conséquence. Pour être plus clair, prenons un exemple. Si vous êtes un jeune conducteur avec plusieurs accidents à votre actif, vous risquez de payer une prime d'assurance plus élevée qu'un conducteur expérimenté qui n'a eu aucun accident. C'est pourquoi, en général, les primes d'assurance sont plus élevées pour les jeunes conducteurs que pour les conducteurs expérimentés. La probabilité de faire un accident étant plus élevée chez les jeunes, la prime sera aussi plus élevée. On parle beaucoup de probabilité, mais c'est quoi la probabilité? Définir la probabilité peut être compliqué, étant donné qu'il existe de longs débats philosophiques sur sa signification. Pour nous, la probabilité qu'un événement ait lieu correspond à la proportion de fois où il se produit, dans le cas où la situation pourrait être répétée un nombre incalculable de fois. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? La proportion d'un événement est le rapport entre le nombre d'occurrences possibles de cet événement et le nombre total d'occurrences. Par exemple, avec un lancer de dés, quelle est la probabilité d'obtenir un 1? Le nombre d'occurrences possibles de cet événement est de 1, car il n'y a qu'une seule façon possible d'obtenir un 1. Et le nombre total d'occurrences sont les 6 faces du dé, c'est-à-dire 6, car il y a 6 résultats possibles. Ainsi, en calculant le rapport entre le nombre d'occurrences de l'événement et le nombre d'occurrences totales, nous obtenons une probabilité de 1 sur 6. Donc, la probabilité d'obtenir un 1 est égale à 1 sur 6. La deuxième information importante dans la définition est que la situation peut être répétée un nombre incalculable de fois. Dans notre cas, nous pourrions lancer notre dé 10, 20, 30 ou même 100 fois et cela n'aurait aucune incidence sur notre probabilité. La probabilité sera toujours de 1 sur 6. Cette information est capitale car vous ne pouvez pas mesurer la probabilité d'un événement si la situation n'est pas répétable. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons que vous soyez enlevé par des extraterrestres. Quelle serait la probabilité d'un tel événement? Étant donné que cette situation n'est pas répétable, nous n'avons aucune donnée sur ce type d'événement, ce qui en fait d'une situation unique. Nous ne pouvons pas calculer la probabilité de cet événement. C'est une erreur courante de calculer la probabilité d'un événement unique, c'est-à-dire un événement qui n'est pas répétable. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parlons un peu de l'histoire des probabilités. D'où viennent les probabilités? Les probabilités telles que nous les connaissons aujourd'hui remontent au XVIe siècle. À cette époque, l'Europe était prise de frénésie pour les jeux, tels que les jeux de dés ou les jeux de cartes. À l'époque, nous ne parlions pas encore de probabilité, mais plutôt de hasard. Les joueurs se trouvaient fréquemment déroutés par l'incertitude associée aux dés. Ils jouaient à des jeux qui comprenaient plusieurs dés, en lançant parfois 10, 20, voire 40 fois les dés. Les mathématiciens de l'époque ont entrepris de quantifier le hasard afin d'y voir plus clair, et c'est cette notion qui a finalement évolué vers ce que nous appelons aujourd'hui les probabilités. L'un des fondateurs des probabilités est le mathématicien français Abraham de Moivre. Mais la notion de probabilité existe depuis très longtemps, remontant à l'Antiquité. Les rentes viagères, par exemple, étaient déjà en usage sous l'Empire romain. L'idée est très simple, vous donnez une somme d'argent à une personne.
En échange, celui-ci s'engage à vous verser un montant chaque année jusqu'à votre mort. Prenons un exemple concret. En donnant 10 000 euros à une personne, celui-ci vous donne une rente de 1 000 euros chaque année jusqu'à votre mort. Et je pense que vous avez compris le principe. Plus vous vivez longtemps, plus vous êtes gagnant, et inversement. Et à l'époque, nous avions déjà conscience que l'âge était un facteur déterminant sur la durée de vie. On faisait déjà varier le montant initial en fonction de l'âge. Donc, même si à cette époque on ne quantifiait pas le hasard, on avait déjà cette notion de probabilité qui a évolué jusqu'à devenir l'actuariat. Mais le développement des théories probabilistes date bien du XVIe siècle. Le but était de résoudre des problèmes liés au jeu, et c'est aussi pour cette raison que les problèmes que nous allons voir seront aussi liés au jeu. Une question que vous devez vous poser est pourquoi un cours sur les probabilités ? Nous sommes bien dans un cours de statistiques, mais nous allons parler des probabilités. C'est tout à fait normal. En statistique, nous prenons un échantillon pour conclure, inférer sur la population. Pour rappel, si la taille moyenne de mon échantillon aléatoire de Français âgés entre 18 et 25 ans est de 1,75 m, alors je peux extrapoler, c'est-à-dire inférer ce résultat à la population et conclure que la taille moyenne de cette tranche d'âge en France est de 1,75 m. Et ceci est possible grâce à l'utilisation des probabilités. Donc, les probabilités sont les fondations de l'inférentiel statistique. Rentrons dans le vif du sujet. Reprenons l'exemple du lancer de dés à 6 faces. Nous savons que la probabilité d'obtenir un 1 est de 1/6. Mais on peut aussi exprimer les probabilités en pourcentage et dire que la probabilité d'obtenir un 1 est de 16,66%. Alors, d'où vient cette valeur? J'ai simplement fait 1/6 fois 100, ce qui nous fait 16,66. Mais que signifie réellement cette probabilité de 1 sur 6? Cette probabilité signifie que si je lance un dé plusieurs fois, il y aura environ 16,66% de 1. Par exemple, si je lance un dé 100 fois, il y aura environ 16,66 de 1. Et si je lance un dé 200 fois, il y aura environ 33,33. Et si je lance un dé 600 fois, il y en aura environ 100. Maintenant, c'est à votre tour de jouer. Faites les exercices suivants. Quelle est la probabilité d'obtenir face lorsqu'une pièce est lancée? Le nombre d'occurrences possibles de cet événement est de 1, car il n'y a qu'une seule façon possible que la pièce fasse face. Le nombre total d'occurrences est de 2, car la pièce peut soit faire face ou pile. Donc, en calculant le rapport entre le nombre d'occurrences de l'événement et le nombre d'occurrences totales, nous obtenons une probabilité de 1 sur 2. La probabilité de faire face lorsqu'une pièce est lancée est de 50%. Alors, que signifie cette probabilité? Si nous lançons cette pièce une multitude de fois, il y aura environ 50% de face. Si je lance une pièce 100 fois, combien y aura-t-il de faces? Il y aura environ 50 faces. Si je lance une pièce 1000 fois, combien y aura-t-il de faces? Il y aura environ 500 faces. Avec un lancer de dés à 6 faces, quelle est la probabilité d'obtenir un 7? Le nombre d'occurrences possibles de cet événement est de 0, car il n'y a aucune façon possible d'avoir un 7. Et le nombre total d'occurrences, c'est-à-dire les 6 faces du dé, est égal à 6. Donc, la probabilité d'avoir un 7 est de 0 sur 6, soit 0%. Une
probabilité de 0% signifie que l'événement ne se produira jamais. Il n'y a aucune chance d'obtenir un 7. On note X l'événement d'obtenir un face ou pile lorsqu'une pièce est lancée. Quelle est la probabilité associée à l'événement X? Le problème est le même qu'auparavant, sauf qu'ici on assigne une variable X à l'événement de faire face ou pile. Le nombre d'occurrences possibles de cet événement est de 2, car on peut soit faire face, soit pile. Et le nombre total d'occurrences est de 2, car la pièce peut soit faire face ou pile. Donc, en calculant le rapport entre le nombre d'occurrences possibles de l'événement X et le nombre d'occurrences totales, nous obtenons une probabilité de 2 sur 2. La probabilité de faire face ou pile lorsqu'une pièce est lancée est de 100%. Et de manière plus mathématique, on peut écrire P de X est égal 100%. Cette équation signifie que la probabilité de l'événement X est de 100%. On note P pour probabilité. Une probabilité de 100% signifie que l'événement se produit à chaque fois, c'est-à-dire que l'événement X se produit à chaque fois, ce qui est logique car la pièce est obligée de soit faire pile, soit faire face. Donc, les probabilités sont comprises entre 0% et 100%. Il n'y a pas de probabilité inférieure à 0%, ni de probabilité supérieure à 100%. Une probabilité de 200% ou de moins 1% n'existe pas. On note X l'événement de ne pas obtenir 1 lors d'un lancer de dés à 6 faces. Quelle est la probabilité associée à l'événement X? Il y a plusieurs façons de résoudre ce problème. La première méthode consiste à énumérer toutes les possibilités de l'événement X. Il y a 5 résultats qui sont différents de 1. Il y a 2, 3, 4, 5 et 6. Le nombre d'occurrences possibles de cet événement est de 5 et le nombre total d'occurrences est égal à 6. Donc, en calculant le rapport entre le nombre d'occurrences de l'événement et le nombre d'occurrences totales, nous obtenons une probabilité de 5 sur 6. La probabilité de ne pas faire un 1 est de 83,33%, soit P de X est égal à 83,33. L'autre méthode consiste à calculer la probabilité complémentaire. La probabilité complémentaire est la probabilité de l'événement contraire. Ici, X est l'événement de ne pas obtenir un 1. La probabilité complémentaire de X est d'obtenir un 1. Et on note la probabilité complémentaire X bar. Alors, nous connaissons déjà cette probabilité d'obtenir un 1, qui est de 1 sur 6. Et la probabilité d'un événement est égale à 1 moins la probabilité complémentaire de l'événement. Soit P de X est égal à 1 moins P de X bar. Ce qui fait P de X est égal à 1 moins 1 sixième, ce qui nous fait 5 sixièmes. Donc, la probabilité de ne pas faire un 1 est de 5 sixièmes, qu'on peut aussi écrire P de X est égal à 5 sixièmes. Faisons un petit jeu. Vous avez le choix entre deux options. Soit le jeu numéro 1, reporter 1 euro si la pile tombe du côté face, soit le jeu numéro 2, gagner 1 euro si le dé tombe sur un nombre pair. Lequel de ces deux choix vous offre la plus grande probabilité de gagner? Pour le jeu numéro 1, la probabilité que la pile tombe du côté face est de 1 sur 2, soit 50%. Pour le jeu numéro 2, le nombre d'occurrences possibles pour que le dé tombe sur un nombre pair est de 3, car en effet on a 2, 4 et 6. Et le nombre total d'occurrences est de 6. Donc la probabilité que le dé tombe sur un nombre pair est de 3 sur 6, qu'on peut simplifier et écrire 1 sur 2. Nous avons les mêmes probabilités. Choisir le jeu numéro 1 ou le jeu numéro 2 vous donne les mêmes chances de gagner.
Nous disposons de deux boîtes. La première que nous nommerons A, qui renferme une bille bleue et 3 billes rouges, tandis que la seconde, désignée comme B, contient 10 billes bleues et 30 billes rouges. Supposons que vous remportez 1 euro en piochant une bille bleue. Quelle boîte vous offre les meilleures chances de gagner? Commençons par la boîte A. La probabilité de piocher une bille bleue est de 1 sur 4, soit 25% de chance. Le 4 vient du fait que le nombre total d'occurrences est égal à 3 plus 1, car nous avons bien 4 billes au total dans la boîte. Avec la boîte B, la probabilité de piocher une bille bleue est de 10 sur 40, qu'on peut simplifier en 1 sur 4, soit 25%. On remarque que les probabilités sont les mêmes. Qu'on choisisse la boîte A ou la boîte B, les probabilités de piocher une bille bleue sont les mêmes, celles de 25%. Alors, une petite remarque. De nombreux problèmes en probabilité peuvent être résolus avec des tirages au sort à partir d'une boîte. Et il existe deux types de boîtes, celle avec remise et celle sans remise. Pour comprendre la différence, prenons un exemple. Une boîte contient 6 tickets, numérotés de 1 à 6. On effectue deux tirages. On commence par mélanger la boîte et on pioche notre premier tirage. Nous obtenons le 1. Quelle est la probabilité de tirer le 1 au second tirage? Cela dépend si on remet le premier tirage dans la boîte. Si on remet le premier tirage dans la boîte, on parle alors de tirage avec remise. Cela signifie qu'on remet le ticket dans la boîte. Mais si on met le ticket en dehors de la boîte, on parle alors de tirage sans remise. C'est-à-dire qu'on ne remet pas le ticket dans la boîte. Et cette différence est très importante pour la suite. Rentrons dans un exercice un peu plus concret que vous pouvez rencontrer en entreprise. Vous travaillez pour une compagnie d'assurance automobile. Vous avez des données sur les clients qui ont souscrit une assurance chez vous. Sur 1000 clients, 70 ont eu au moins une réclamation d'accident au cours de l'année précédente. Vous avez aussi remarqué que parmi les clients sans réclamation d'accident antérieur, 90% n'ont pas eu de réclamation d'accident au cours de l'année suivante. On note X l'événement qu'un client choisit au hasard ait eu au moins une réclamation d'accident au cours de l'année précédente. Calculez la probabilité associée à l'événement X. Le nombre d'occurrences possibles de l'événement X est de 70. Le nombre total d'occurrences est de 1000. Ce qui fait 70 sur 1000, soit 7%. La probabilité qu'un client choisi au hasard ait eu au moins une réclamation d'accident au cours de l'année précédente est de 7%. On note Y l'événement qu'un client choisi au hasard soit sans réclamation d'accident au cours de l'année précédente. Calculez la probabilité associée à l'événement Y. Ici, on va calculer la probabilité complémentaire de l'événement Y, soit Y bar, qui est de choisir un client au hasard qui eut au moins une réclamation d'accident au cours de l'année précédente. Alors, on connaît déjà cette probabilité car on l'a calculée dans la question précédente, c'est 7%. Donc on fait P de Y est égal à 1 moins P de Y bar, ce qui fait P de Y est égal à 0,93, soit 93%. La probabilité de choisir un client au hasard qui soit sans réclamation d'accident au cours de l'année précédente est de 93%. On note Z l'événement qu'un client choisit au hasard parmi ceux sans réclamation antérieure est une réclamation d'accident
au cours de l'année suivante. Calculez la probabilité associée à l'événement Z. Alors, attention, ici on ne se base plus sur la population entière, mais bien sur la population qui n'a pas fait de réclamation antérieure. Ce qui correspond à 93% de la population totale. Sur une base de 1000 clients, cela correspond à 930 clients. Et nous voulons savoir, parmi ces 930 clients, la probabilité qu'un client ait une réclamation d'accident au cours de l'année suivante. Pour répondre à cette question, il serait utile de calculer l'événement complémentaire de Z. C'est-à-dire, parmi ceux sans réclamation antérieure, que le client ne fasse pas de réclamation d'accident au cours de l'année suivante. Cette probabilité est donnée dans l'énoncé. P de Z bar est égal à 0,9. 90% n'ont pas eu de réclamation d'accident au cours de l'année suivante parmi ceux sans réclamation antérieure. Donc on fait P de Z est égal à 1 moins P de Z bar, ce qui fait 0,1, soit 10%. La probabilité qu'un client sans réclamation d'accident antérieure ait une réclamation d'accident au cours de l'année suivante est de 10%. Et ce que nous venons de calculer est une probabilité conditionnelle. Comme son nom l'indique, une probabilité conditionnelle pose une condition. Alors, prenons un exemple. Une boîte contient 6 tickets, numérotés de 1 à 6. Vous effectuez 2 tirages sans remise. Quelle est la probabilité d'avoir un 6 lors du deuxième tirage? La probabilité est de 1 sur 6. Alors, je sais que cela peut sembler contre-intuitif, cependant, c'est la probabilité à chaque tirage individuel, qu'il s'agisse du premier tirage, du deuxième tirage ou encore du troisième tirage. Car, pour l'instant, il n'y a aucune condition. Maintenant, quelle est la probabilité d'obtenir un 6 lors du deuxième tirage, sachant que lors du premier tirage, nous avons eu un 1. La probabilité est maintenant de 1 sur 5. Alors pourquoi? Ici, les tirages sont sans remise. Donc, après avoir tiré le 1, je le mets de côté. Il ne reste plus que dans la boîte 2, 3, 4, 5 et 6. Le nombre d'occurrences possibles de piocher un 6 est de 1. Et le nombre total d'occurrences est de 5, car il ne reste plus que 5 tickets dans la boîte. Donc cela nous fait 1 sur 5. Passons maintenant aux exercices. Dans un jeu de 52 cartes, vous tirez 2 cartes sans remise. Quelle est la probabilité d'obtenir un roi de pique lors du second tirage? La probabilité est toujours de 1 sur 52. Pour les mêmes raisons que l'exemple précédent, c'est la probabilité à chaque tirage individuel, que ce soit le premier ou le 40e tirage. Ici, encore une fois, il n'y a pas de condition. Quelle est la probabilité d'obtenir un roi de pique lors du second tirage, sachant que lors du premier tirage, nous avons eu un valet de pique? On considère que les tirages sont sans remise. Donc, après avoir tiré le valet de pique, on le met de côté. Il ne reste plus que 51 cartes dans le jeu. Le nombre d'occurrences possibles de piocher un roi de pique est de 1, et le nombre total d'occurrences est de 51, car il ne reste plus que 51 cartes dans le deck. La probabilité est de 1 sur 51. Dans une boîte, il y a 3 boules rouges et 2 boules vertes. On note R l'événement de tirer une boule rouge et V l'événement de tirer une boule verte. Vous effectuez 2 tirages successifs sans remise. Quelle est la probabilité de l'événement R au premier tirage?
La probabilité de l'événement R est de 3 sur 5, ou on peut aussi dire P de R est égal à 0,60, soit 60%. La probabilité de tirer une boule rouge lors du premier tirage est de 60%. Quelle est la probabilité de l'événement V au deuxième tirage, sachant que l'événement R s'est produit lors du premier tirage? Il ne reste plus que 2 boules vertes et 2 boules rouges dans la boîte, car les tirages sont sans remise. Donc la probabilité est de 2 sur 4, soit 0,5. De manière plus mathématique, on écrit P de V sachant R est égal à 0,5. Ce signe vertical signifie sachant l'événement. Donc P de V sachant R signifie la probabilité de l'événement V sachant que l'événement R s'est produit. Maintenant, considérons que les tirages sont avec remise. Quelle est la probabilité de l'événement V au deuxième tirage, sachant que l'événement R s'est produit lors du premier tirage? Le premier tirage est une boule rouge qu'on a remis dans la boîte. La boîte contient 2 boules vertes et 3 boules rouges pour le deuxième tirage. La probabilité est de 2 sur 5, soit P de V sachant R est égal à 0,4, soit 40%. Donc, les probabilités conditionnelles n'impactent pas les tirages avec remise. Une pièce est lancée 10 fois. Quelle est la probabilité d'obtenir face sachant que les 9 lancés sont que des piles? La probabilité est toujours de 1 sur 2, car le lancer n'est pas impacté par les résultats précédents. Pour mieux comprendre ceci, prenons une boîte qui contient 2 tickets, P et F. P pour pile et F pour face. Lancer une pièce ou piocher depuis cette boîte est exactement la même chose. Imaginons que je pioche 10 fois dans la boîte avec remise. Je mélange la boîte et lors de mon premier tirage, j'ai P. Je remets le ticket dans la boîte, puis je remélange. Maintenant, quelle est la probabilité d'obtenir un F au prochain tirage? La probabilité est toujours de 1 sur 2, car j'ai remis le ticket dans la boîte. La boîte contient toujours P et F. Si sur les 9 tirages, j'ai eu 9 fois P, pour mon 10e tirage, la probabilité est toujours de 1 sur 2, car le tirage n'est pas impacté par les résultats précédents. On dit que le tirage ne dépend pas des résultats précédents. Prenons un autre exemple. Un dé est lancé 5 fois. Quelle est la probabilité d'obtenir un 3, sachant que les 4 lancés ne sont que des 6? La probabilité est de 1 sur 6, car le lancer de dés n'est pas impacté par les résultats précédents. Pour comprendre ceci, reprenons une boîte qui contient 6 tickets. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Lancer un dé ou piocher depuis cette boîte est exactement la même chose. Imaginons que je pioche 5 fois dans la boîte avec remise. Je mélange la boîte et lors de mon premier tirage, j'obtiens 6. Je remets le ticket dans la boîte et maintenant, quelle est la probabilité d'obtenir un 3 au prochain tirage? La probabilité est toujours de 1 sur 6, car j'ai remis le ticket dans la boîte. Si sur les 4 tirages, j'ai eu 4 fois 6, alors pour mon 5e tirage, la probabilité est toujours de 1 sur 6, car le tirage n'est pas impacté par les résultats précédents. Passons maintenant aux exercices. Vous travaillez pour une entreprise de développement d'applications mobiles.
Vous avez récemment lancé une application qui permet aux utilisateurs de suivre et d'analyser leurs habitudes de sommeil. Vous avez collecté des données sur l'âge et le temps moyen de sommeil quotidien de vos utilisateurs. Parmi les utilisateurs âgés de moins de 30 ans, 40% dorment en moyenne moins de 6 heures par jour. Parmi les utilisateurs âgés de 30 ans ou plus, 30% dorment en moyenne moins de 6 heures par jour. Et 25% des utilisateurs ont moins de 30 ans. Calculez la probabilité qu'un utilisateur choisi au hasard ait moins de 30 ans. Même si cet exercice peut paraître intimidant, vous avez largement les moyens de répondre aux questions. Pour répondre de manière efficacement, organisez les données dans un tableau. Selon les informations, les utilisateurs se distinguent en deux catégories. Les utilisateurs de plus de 30 ans et ceux moins de 30 ans. 25% des utilisateurs ont moins de 30 ans, on peut écrire dans la case 25%. Et cela signifie aussi que 75% des utilisateurs ont plus de 30 ans. La deuxième variable qui nous intéresse est la durée moyenne du sommeil. Dans cette variable, on a deux catégories, ceux qui dorment moins de 6 heures et ceux qui dorment plus de 6 heures. On sait que parmi les utilisateurs âgés de moins de 30 ans, 40% dorment en moyenne moins de 6 heures par jour. Ça veut aussi dire que 60% dorment en moyenne plus de 6 heures par jour parmi les utilisateurs âgés de moins de 30 ans. On sait que parmi les utilisateurs âgés de 30 ans ou plus, 30% dorment en moyenne moins de 6 heures par jour. Ça veut aussi dire que 70% dorment en moyenne plus de 6 heures par jour. Et voilà, avec un tableau, nous organisons nos données et nous gagnons beaucoup en compréhension. On pourra utiliser le tableau pour répondre à toutes les questions suivantes. Alors, la probabilité qu'un utilisateur choisi au hasard ait moins de 30 ans est de 25%. Passons à une autre question, toujours avec le même exercice. Calculez la probabilité qu'un utilisateur choisi au hasard ait moins de 30 ans, sachant qu'il dort en moyenne moins de 6 heures par jour. Pour répondre à cette question, plusieurs méthodes sont envisageables. À mon avis, la méthode la plus simple consiste à travailler avec des valeurs concrètes. Nous allons considérer que ces proportions sont basées sur un échantillon de 1000 utilisateurs. On va donc transformer notre tableau avec des valeurs concrètes. 25% des utilisateurs ont moins de 30 ans, ce qui correspond à 250 utilisateurs. 75% des utilisateurs ont plus de 30 ans, ce qui correspond à 750 utilisateurs. Parmi les 250 utilisateurs de moins de 30 ans, 40% dorment moins de 6 heures. On fait donc 250 fois 0,4, ce qui nous fait 100. 100 utilisateurs de moins de 30 ans dorment moins de 6 heures par jour. Parmi les 750 utilisateurs de plus de 30 ans, 30% dorment moins de 6 heures par jour. On fait donc 750 fois 0,3, ce qui nous fait 225. 225 utilisateurs de plus de 30 ans dorment moins de 6 heures par jour. Au total, nous avons 325 utilisateurs qui dorment moins de 6 heures par jour. Et nous voulons savoir parmi ces 325 utilisateurs la proportion d'utilisateurs moins de 30 ans. On fait 100 sur 325, ce qui est égal à 0,307. La probabilité qu'un utilisateur choisi au hasard ait moins de 30 ans, sachant qu'il dort en moyenne moins de 6 heures par jour, est de 30,7%. Donc, une question complexe peut être parfaitement résolue simplement avec une bonne organisation des données. Et le fait d'utiliser des valeurs concrètes à la place des pourcentages
peut être aussi beaucoup plus simple pour calculer une probabilité. Passons à la prochaine question. Calculer la probabilité qu'un utilisateur choisi au hasard ait plus de 30 ans, sachant qu'il dort en moyenne moins de 6 heures par jour. Alors ici, il suffit de calculer la probabilité complémentaire. Parmi les utilisateurs qui dorment en moyenne moins de 6 heures par jour, 30,7% ont moins de 30 ans. On fait donc 100 moins 30,7, ce qui nous fait 69,3. La probabilité qu'un utilisateur choisi au hasard ait plus de 30 ans, sachant qu'il dort en moyenne moins de 6 heures par jour, est de 69,3%. Passons à la question suivante. Calculer la probabilité qu'un utilisateur choisi au hasard ait moins de 30 ans et dorme en moyenne moins de 6 heures par jour. Alors, reprenons notre tableau avec des valeurs concrètes. 100 utilisateurs ont moins de 30 ans et dorment en moyenne moins de 6 heures par jour. Pour avoir la probabilité, on fait 100 divisé par 1000 fois 100, ce qui nous fait 10%. La probabilité qu'un utilisateur choisi au hasard ait moins de 30 ans et dorme en moyenne moins de 6 heures par jour est de 10%. Passons à l'exercice suivant. Exercice numéro 2. Analyse de la fraude dans les transactions en ligne. Vous travaillez pour une entreprise de sécurité informatique spécialisée dans la détection de fraude dans les transactions en ligne. Vous avez accès à une base de données contenant des informations sur les transactions effectuées par les utilisateurs de diverses plateformes de commerce électronique. 15% des transactions sont frauduleuses. Si une transaction est frauduleuse, il y a 95% de chances qu'elle soit effectuée à partir d'un appareil mobile. Parmi les transactions non frauduleuses, 70% sont effectuées à partir d'un appareil mobile. Calculez la probabilité qu'une transaction choisie au hasard soit à la fois frauduleuse et effectuée à partir d'un appareil mobile. Avant de répondre à une question, commencez toujours par organiser vos données dans un tableau. Selon les informations, les transactions se distinguent en deux catégories, fraude et pas fraude. 15% des transactions sont frauduleuses et par conséquent, 85% des transactions ne sont pas frauduleuses. La deuxième variable qui nous intéresse est si la transaction est effectuée à partir d'un appareil mobile ou non. On sait que parmi les transactions frauduleuses, 95% sont effectuées à partir d'un appareil mobile. Ça veut aussi dire que 5% des transactions frauduleuses ne sont pas effectuées à partir d'un appareil mobile. On sait que parmi les transactions non frauduleuses, 70% sont effectuées à partir d'un appareil mobile. Ce qui signifie aussi que 30% des transactions non frauduleuses ne sont pas effectuées à partir d'un appareil mobile. Et voilà, nous avons fini notre tableau et nous gagnons beaucoup en compréhension. Alors la question c'est que nous cherchons la probabilité qu'une transaction soit à la fois frauduleuse et effectuée à partir d'un appareil mobile. Pour répondre à cette question, considérons que ces proportions sont basées sur un échantillon de 1000 transactions. 15% des transactions sont frauduleuses, c'est-à-dire que 150 transactions sont frauduleuses. Et parmi ces transactions frauduleuses, 95% sont effectuées à partir d'un appareil mobile, ce qui correspond à 0,95 fois 150, soit 142,5. C'est-à-dire 142,5 correspond au nombre de transactions frauduleuses et effectuées à partir d'un appareil mobile sur 1000 transactions au total. On fait 142,5 divisé par 1000 fois 100, ce qui correspond à 14,25.
La probabilité qu'une transaction choisie au hasard soit à la fois frauduleuse et effectuée à partir d'un appareil mobile est de 14,25%. Alors, pour les questions suivantes, je vais finir de compléter le tableau avec des valeurs concrètes. Calculer la probabilité qu'une transaction choisie au hasard soit frauduleuse, sachant qu'elle a été effectuée à partir d'un appareil mobile. Les transactions effectuées à partir d'un appareil mobile sont 142,5 plus 595, ce qui fait 737,5. 737,5 transactions sont effectuées à partir d'un appareil mobile. Parmi ces 737,5 transactions, combien sont frauduleuses? On sait que 142,5 sont frauduleuses. On fait donc 142,5 divisé par 737,5, tout ça fois 100, ce qui fait 19,32%. La probabilité qu'une transaction choisie au hasard soit frauduleuse, sachant qu'elle a été effectuée à partir d'un appareil mobile, est de 19,32%. Passons à la question suivante. Calculer la probabilité qu'une transaction choisie au hasard soit effectuée à partir d'un appareil mobile, sachant qu'elle est frauduleuse. « 15% des transactions sont frauduleuses, soit 150 transactions. Parmi ces 150 transactions, combien sont effectuées à partir d'un appareil mobile? 95% sont effectuées à partir d'un appareil mobile. C'est écrit dans l'énoncé. Donc, la probabilité qu'une transaction choisie au hasard soit effectuée à partir d'un appareil mobile, sachant qu'elle est frauduleuse, est de 95%. Passons à la dernière question. Calculer la probabilité qu'une transaction choisie au hasard ne soit pas effectuée à partir d'un appareil mobile, sachant qu'elle est frauduleuse. Alors ici, il suffit de calculer la probabilité complémentaire. On fait 100 moins 95, ce qui nous fait 5. La probabilité qu'une transaction choisie au hasard ne soit pas effectuée à partir d'un appareil mobile, sachant qu'elle est frauduleuse, est de 5%. Félicitations, vous venez de terminer la première partie sur les probabilités.